de retour dans l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet avec notre invité docteur en droit Anne-Marie Kofi et nos éditorialistes Gratien Rukendikiza et Jean-Marie Bitomo. Et au Kenya, des éléphants seront suivis en vue d'étudier le possible impact que pourrait avoir une ligne de chemin de fer sur leur environnement. Ce projet mené par le service de la faune du Kenya en collaboration avec une ONG de sauvegarde des éléphants a pour but de retracer les mouvements de ces éléphants dans le parc de Tsavo à partir de puces GPS contenues dans leur collier. C'est un sujet préparé par Alioune Guindo. Quel serait l'impact d'un chemin de fer sur les éléphants du parc Tsavo? C'est ce que cherche à déterminer le service kényan de la faune en collaboration avec l'association Save the Elephants. Leur méthode consiste à suivre une dizaine d'éléphants de ce parc à l'aide de colliers électroniques en vue de retracer leurs mouvements. Objectif, déterminer l'impact d'un chemin de fer que le gouvernement kényan envisage d'ériger dans la localité. Ce chemin de fer à écartement standard est un projet d'infrastructure cherchant à booster le commerce. Heureusement, Tsavo est encore assez vaste. Nous avons une superficie de plus de 20 000 km² et nous recevons encore beaucoup de pression des hommes. Maintenant, le chemin de fer à écartement standard, qui dans un sens modifie les habitudes migratoires de la faune, est touché. Par conséquent, de plus en plus d'humains s'y installent, provoquant une escalade faisant grimper les conflits entre la faune et les hommes. Régulièrement, des éléphants pillent des récoltes dans des milieux où ils n'avaient pas pour habitude de se rendre, d'où la hausse totale des conflits hommes-faune. Les écologistes de Save the Elephants espèrent mieux connaître les habitudes de migration des animaux en vue d'optimiser au maximum la construction prochaine d'infrastructures, dont une autoroute à 6 voies au niveau de la même zone. In this country is such a major economic player. La faune dans ce pays est un acteur économique majeur. Donc en même temps que nous nous développons, nous voulons assurer un accès facile entre les villes et nous voulons transporter des marchandises facilement. Il faut aussi rappeler que le secteur de la faune est aussi important que les autres. Donc si nous ne pensons pas à la faune et à mettre fin à ce phénomène, nous risquons encore de tuer un autre secteur économique. Avec une faune et une flore abondantes, les parcs naturels kenyans attirent les touristes du monde entier. À côté de cela, le gouvernement entend poursuivre le développement des infrastructures pour accélérer la croissance économique du pays. Au Kenya, les éléphants font partie des espèces animalières les plus menacées. Gratien, c'est rare de voir ce genre d'initiative. On a déjà du mal à consulter les riverains lors de ce grand projet d'infrastructure. Là, on voit que le Kenya se préoccupe de la sauvegarde des éléphants. C'est une très belle initiative qu'on ne peut que saluer. Oui, on peut saluer parce qu'en fait, il y a un problème qui va s'opposer si un chemin de fer passe dans la réserve, dans le parc. C'est-à-dire qu'il y a des éléphants qui ont leurs coutumes, leurs habitudes d'aller de l'autre côté, finalement, qui n'iront pas. Il y a des éléphants qui étaient habitués, disons, à manger ou à boire de l'autre côté, donc qui ne pourraient pas y aller. Je pense que c'est une bonne chose. Le mieux serait de faire des ponts éventuellement pour laisser les éléphants passer d'un côté ou de l'autre. Finalement, pour les éléphants, ça pourrait être ce qu'on a fait pour l'Afrique. On a séparé les peuples, un même peuple qui s'est retrouvé dans un pays et dans un autre pays. C'est une bonne chose pour les éléphants, au moins on va le faire pour les éléphants. Jean-Marie, peut-être rappeler que le braconnage tue chaque année sur le continent africain entre 25 000 et 35 000 éléphants. On le sait très bien, c'est une espèce particulièrement menacée. Est-ce un problème dont les autorités ont suffisamment conscience ? Je pense que les autorités kenyanes en ont suffisamment conscience, tout simplement. Quand ils mettent ça en place, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un secteur, si vous voulez, qui rapporte énormément de devises étrangères au Kenya. Donc, il est tout à fait logique qu'on pose des études, des analyses pour pouvoir évaluer l'impact, c'est-à-dire que le chemin de fer aurait là-dessus, parce que le Kenya n'est pas un pays industrialisé en tant que tel. Vous pouvez avoir, si vous voulez, tous les secteurs économiques. Je pense que le Kenya se retrouve à peu près dans la même position que la France. Quand vous prenez la France, le tourisme rapporte énormément. C'est le premier secteur, si vous voulez, qui contribue au PIB français, c'est le tourisme. C'est à peu près la même chose au Kenya. Donc, que vous ayez des études prospectives, anticipatives, qui essayent d'évaluer quel est comment dirais-je, quels vont être l'impact global sur toute l'économie de la société. Il ne faut pas regarder uniquement que le tourisme. Quel va être l'impact macroéconomique, si vous voulez, par rapport à la société, parce que vous avez des emplois qui sont liés et tout ce qui s'ensuit. Donc j'estime que cette étude-là et cette analyse est nécessaire pour pouvoir évaluer. Le Kenya doit jouer sur ces avantages comparatifs naturels qu'ils ont pour pouvoir éventuellement offrir des emplois au maximum
maximum, si vous voulez, de Kenyans. Si c'est le tourisme, c'est une bonne chose. Et l'économie ivoirienne est en plein redécollage, en tout cas selon les analyses, puisque le pays devra enregistrer une croissance de 8,5% en 2016. La locomotive de la CEDEAO, comme on l'appelle, affiche des perspectives macroéconomiques positives et devrait continuer de maintenir un environnement économique et sociopolitique sain, selon diverses études qui ont récemment été menées. C'est un sujet de Siamlo Victoria Sedji. L'économie ivoirienne devrait enregistrer une croissance de 8,5% en 2016 contre 8,6% en 2015. Selon le Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire affiche des perspectives macroéconomiques positives. Le pays a enregistré des taux de croissance économique de 9,8% en 2012, 8% en 2013 et 8,5% en 2014. La croissance réelle du PIB est projetée à 8,5% en 2016, accompagnée d'une faible inflation. Le taux de croissance devait varier entre 8,5 et 9%. La marge d'erreur n'est pas significative, mais nous pensons que la Côte d'Ivoire ne sera pas loin de la croissance à 2 chiffres comme elle envisage en 2020. Le gouvernement ivoirien avait adopté en 2015 un nouveau plan national de développement sur la période 2016-2020. Ce plan prévoyait des investissements globaux de 29 311 milliards de francs CFA et devrait contribuer à la réalisation d'un taux moyen de croissance du PIB de 8,7% entre 2016 et 2020. La Côte d'Ivoire est un pays qui respecte ses engagements, raison pour laquelle aujourd'hui on mobilise beaucoup de fonds. La Côte d'Ivoire vient maintenant de mettre en place ce qu'on appelle le plan national de développement sur la période 2016-2020, qui se base réellement sur un taux de croissance de 9%. La Côte d'Ivoire avance sûrement pour avoir à dégager de plus en plus de richesses, donc de croissance. Et donc maintenant se posera le problème de cette répartition de la richesse. Malgré ce positionnement positif, la Côte d'Ivoire doit encore améliorer ses indicateurs macroéconomiques et maintenir un environnement politique sain. Le premier producteur mondial de cacao avait levé en février 2015 $1 milliard sur les marchés internationaux grâce à un eurobond d'une maturité de 12 ans. Madame Kofi, un taux de croissance à 2 chiffres, c'est possible sur du court terme pour la Côte d'Ivoire ? Je me pose la question, moi qui ne suis pas économiste, si c'est réel, si c'est la vérité. Mais on va donc poser la question à notre économiste, que vous avez de la chance, on en a un autour de ce plateau, Jean-Marie. Je suis toute contente, sauf qu'il ne suffit pas de dire qu'on a un taux de croissance à 2 chiffres. Il faudrait que cette croissance-là se manifeste dans la vie des populations. Il faut qu'il y ait du développement, parce qu'en Côte d'Ivoire, on parle de croissance à 2 chiffres. Il faudra qu'on parle aussi de développement, c'est-à-dire qu'il y ait un impact réel dans la vie des populations. Parce que je termine par là, parce que en Côte d'Ivoire, avant, quand on partait au marché, on disait qu'on appelait la femme ménagère partait avec son panier. Maintenant, c'est plus avec un panier qu'elle va au marché, elle y va avec un sachet. Donc, on appelle ça le sachet de la ménagère, parce que même si tu vas avec un fonds consistant, tu vas te ramener avec quelque chose qui n'est pas grand. Du coup, il suffit pas, c'est plus la peine de partir avec un panier, mais un sachet. Oui, Jean-Marie, on le dit souvent autour de ce plateau, ces chiffres de croissance qu'on nous donne un peu comme ça, très souvent, ils ne veulent rien dire pour, je vais reprendre l'expression d'Anne-Marie, pour le sachet de la ménagère. Je dirais que la discussion peut se situer à 2 niveaux. Au niveau de la croissance elle-même purement, là c'est indéniable. La Côte d'Ivoire a le potentiel économique, le potentiel financier en fonction de tous les chantiers, tous les projets qui ont été mis en route depuis un certain temps pour pouvoir atteindre cette croissance à 2 chiffres-là. Mais maintenant, le deuxième point qui est celui de la répartition, si vous voulez, de cette croissance-là vis-à-vis des populations, on ne la voit jamais chez nous en Afrique. Et c'est là où je me dis que je suivrai le docteur, comment dirais-je, dessus, c'est qu'on ne voit pas, si vous voulez, de répercussions sur le panier de la ménagère ou le sachet de la ménagère. Gracien. Il y a ce qui se passe en Afrique. On a parlé certainement des bons élèves du FMI, de la Banque mondiale. On a la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui s'achemine
être un très bon élève du FMI, de la Banque mondiale, avec des chiffres macroéconomiques qu'on construit. Quand on construit des routes, ça augmente, disons, le taux de croissance. Mais en réalité, c'est que nos économistes ou nos dirigeants, ils oublient de mettre en place des politiques qui sont liées au développement, à la croissance du niveau de vie de la population, quitte à ce qu'on oublie même ces chiffres macroéconomiques. Moi, par exemple, que je le dis souvent, quand on me parle d'une inflation de 1%, on dit un pays est bien dirigé parce que l'inflation est de 1%. Moi, je me dis, c'est du non-sens. Pour un économiste, c'est du non-sens. Si c'est 1%, c'est-à-dire que la croissance en soi est bridée. On peut lâcher un peu, même si les prix augmentent, pourvu que la population en profite. On ne peut pas dire qu'on respecte les règles du FMI, en même temps la population n'en profite pas. Finalement, on va dans le vide. Merci Gratien pour vos analyses. Merci Amira, bonsoir à tous. Merci à vous également Jean-Marie. Bonsoir Amira et bon week-end à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci à vous Madame Kofi, je rappelle que vous êtes docteur en droit, merci pour votre participation. Merci pour l'invitation, bon week-end et bonsoir à tous. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de l'Africa Newsroom, mais ce n'est pas fini. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux débats liés à l'actualité sur le continent africain. À très vite.